3 mots. 3 mots qui ont tout ramené. Après des années de spin-off et de nouveaux visages, l'équipe originale se reformait enfin en 2009. Et la franchise ne serait plus jamais la même. Mais derrière ce retour explosif se cache une collection de secrets que la plupart des fans n'ont jamais entendus. Des cascades frôlant la mort, des sauvetages de casting de dernière minute et une scène qui faillit engloutir une production à 50 millions de dollars. Abonnez-vous à Léo Ciné Recaps, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire quel moment vous donne encore des frissons. Et maintenant, moteur, on démarre. Commençons par quelque chose qui a semé la confusion dans le monde entier. Le 4e volet s'appelait simplement Fast and Furious, sans article, sans numéro. Ce n'était pas de la paresse, c'était une décision délibérée du studio pour signaler un nouveau départ tout en rendant hommage aux origines. Universal voulait distinguer ce film des Sottotson, séquelles qui s'étaient éloignées des personnages fondateurs. En interne, l'équipe l'appelait Fast 4 pendant le tournage. Mais les responsables marketing estimèrent qu'un chiffre donnerait aux spectateurs occasionnels le sentiment d'avoir manqué trop d'éléments. La solution fut d'en revenir à l'essentiel. Le débat sur ce titre dura, selon le réalisateur Justin Lin lui-même, plus longtemps que certaines révisions du scénario. Les décisions les plus anodines provoquent parfois les plus grandes migraines à Hollywood. Justin Lin n'était pas non plus le premier choix du studio pour réaliser ce film. Et pourtant, il avait déjà signé Tokyo Drift. Après les résultats décevants de ce 3e volet au box-office américain, Universal envisagea sérieusement d'autres réalisateurs. C'est Vin Diesel qui se battit personnellement pour le retour de Lee. Il avait été impressionné par son style visuel et son attachement aux cascades pratiques. Il avait perçu quelque chose que les dirigeants avaient négligé, la loyauté et la vision. Lan, lui, avait failli tourner le dos à la franchise après l'accueil tiède réservé à Tokyo Drift. Il se sentait sous-estimé et incertain de son avenir dans le cinéma à gros budget. Un appel téléphonique de Diesel changea tout. Les deux hommes formèrent un partenariat créatif qui allait guider la franchise pendant 6 films supplémentaires. Ce que peu de gens savent, c'est que Diesel accepta une réduction de salaire considérable pour revenir dans la peau de Dominic Toretto. Après le film original, il avait décliné 2 Fast, 2 Furious pour des raisons financières et créatives. En 2009, sa carrière avait nettement refroidi. Des films comme Babylone et Aidé avaient déçu. Diesel voyait Fast and Furious comme son arc de rédemption, mais le studio n'offrait pas des cachets à la hauteur d'une rédemption. Il paria sur lui-même quand personne d'autre ne le faisait. Le film rapporta plus de 360 millions de dollars dans le monde. Sa carrière connut une résurrection totale. Il s'appuya sur ce succès pour négocier des contrats sans précédent pour les suites. Le patrimoine vaut parfois plus qu'un seul chèque. Paul Walker, lui, hésita pour d'autres raisons. Après le tournage de 2 Fast, 2 Furious, il s'était lassé d'être enfermé dans les rôles d'action et cherchait à explorer des registres dramatiques et le cinéma indépendant. Quand Universal le contacta pour les retrouvailles avec Diesel, Walker marqua d'abord le pas. Il avait passé des années à tenter d'échapper à l'ombre de Brian O'Connor. Ce qui le fit changer d'avis fut une rencontre privée avec Diesel lui-même. Les deux acteurs avaient noué une vraie amitié pendant le tournage original, mais ne s'étaient en que peu parlé depuis. Diesel fit appel au sens de la loyauté de Walker et à la puissance d'une histoire inachevée. Il lui dessina la fraternité complexe entre Dom et Brian, 2 hommes qui avaient été ennemis, alliés, et quelque chose de plus profond encore. Walker fut touché par la passion de Diesel. Il signa quelques semaines plus tard. Michelle Rodriguez, elle, revint à une condition inhabituelle. Elle exigea que son personnage meure dans le film. Cela peut sembler contre-intuitif. Pourquoi une actrice réclamerait-elle la mort de son propre rôle ? Rodriguez expliqua qu'elle en avait assez d'incarner le même personnage secondaire à travers plusieurs franchises. Elle voulait une conclusion définitive, sans porte ouverte, sur de futurs caméos sans substance. Le studio résista d'abord. Tuer un personnage aimé était risqué. Elle tint bon. Elle avait raison. La mort de Letty devint le socle émotionnel de tout le film. Elle donna à Dom
une raison d'être au-delà des courses de rue. Elle transforma un film de voiture en histoire de vengeance. Bien sûr, Letty finit par revenir dans les suites. Mais en 2009, sa mort semblait permanente et absolument dévastatrice. Le film s'ouvre sur une séquence d'anthologie, le détournement d'un camion-citerne de carburant en République dominicaine. Cette seule séquence coûta environ 25 millions de dollars. La production exigea la fermeture de vraies autoroutes, la coordination de dizaines de pilotes de précision et la destruction de véhicules valant des centaines de milliers de dollars pièce. Le seul renversement du camion-citerne nécessita des mois de calculs d'ingénierie. Des rigs sur mesure furent construits pour garantir que le mastodonte basculerait exactement comme prévu, sans tuer personne. 3 unités de caméra filmèrent simultanément pour capturer chaque angle. Len insista sur un recours minimal aux effets numériques. Ce que l'on voit à l'écran, c'est en grande majorité des destructions réelles. La séquence posa d'emblée les nouvelles règles. Fast and Furious était de retour, plus grand, plus bruyant et plus dangereux que jamais. Avant de devenir Wonder Woman, Gal Gadot était une ancienne soldate des forces de défense israéliennes et Miss Israël en quête de sa grande chance. Son audition pour Fast and Furious fut atypique. Elle avait une expérience d'actrice minimale en entrant dans la pièce, mais elle dégageait une confiance et une présence physique qui retinrent immédiatement l'attention. Le rôle de Gisèle Yachar avait été conçu comme un personnage secondaire. Après avoir vu le test de Gadot, la production l'étoffa considérablement. Son intensité naturelle et son entraînement au combat la rendaient parfaite pour la direction de plus en plus orientée action de la franchise. Sans Gisèle, il n'y aurait pas eu de Diana Prince. Une pièce, une opportunité, un moment qui changea tout. Avant le début du tournage, Vin Diesel et Paul Walker passèrent 3 jours ensemble à faire des lectures de chimie et de l'entraînement physique. Ce n'était pas une procédure standard. Les 2 acteurs savaient que des années s'étaient écoulées depuis leur dernière collaboration. Ils devaient reconstruire leur rythme. Les sessions comprenaient des lectures de scénarios, des répétitions de chorégraphies de combat et des conversations étonnamment longues sur leur vie personnelle. Walker traversait des difficultés relationnelles. Diesel naviguait dans une incertitude de carrière. Ils trouvèrent un terrain commun dans la vulnérabilité. Lan observa ces sessions attentivement et intégra des éléments de leur vraie conversation dans les dialogues de Dom et Brian. Certaines scènes portent une authenticité émotionnelle parce qu'elles reflètent des discussions réelles entre les acteurs. Voici où les choses deviennent véritablement étranges sur le plan narratif. Fast and Furious se situe chronologiquement avant Tokyo Drift, bien qu'il soit sorti 3 ans après. Han apparaît dans ce film vivant et en bonne santé, alors qu'il meurt à la fin du 3e volet. Ce choix était délibéré, continuer l'histoire de Han tout en respectant les événements antérieurs. Lan conçut une continuité temporelle, où Tokyo Drift se déroule, en réalité des années dans le futur, par rapport à la trame principale. Ce retcon permit à la franchise de s'étendre sans se contredire. La chronologie ne fut résolue qu'avec Furious 7, quand la mort de Han rattrapa enfin le présent. Un récit ambitieux qui, contre toute attente, fonctionne. Les séquences de tunnels souterrains ne sortaient pas entièrement de l'imagination des scénaristes. Ils s'inspirèrent de vrais tunnels de trafic de drogue découverts le long de la frontière américano-mexicaine. En 2006, les autorités avaient mis au jour un tunnel élaboré s'étendant sur près d'1 kilomètre entre Tijuana et San Diego, équipé de systèmes d'éclairage, de ventilation et même de rails pour transporter la contrebande. Les décorateurs étudièrent des photographies et des rapports d'agences de sécurité pour garantir l'authenticité. Filmer dans des espaces confinés posait des défis uniques. Les véhicules ne pouvaient pas manœuvrer aussi librement que dans les environnements ouverts. Chaque plan exigeait une chorégraphie minutieuse pour conjuguer sécurité et intensité visuelle. La Chevrolet Chevelle SS 1970 de Dom a une importance particulière.
La voiture apparaît déjà dans le film original, mais joue un rôle encore plus central dans cet épisode. La production acquit plusieurs exemplaires identiques, sachant que certains seraient détruits lors des cascades. Chaque véhicule fut méticuleusement restauré aux spécifications d'époque avant d'être systématiquement démoli devant les caméras. Les sons du moteur furent enregistrés sur de vraies chevelles plutôt que synthétisés numériquement. Diesel sélectionna personnellement certaines modifications pour refléter l'évolution du personnage de Dom. La chevelle ne représentait pas un simple moyen de transport. Elle symbolisait le lien de Dom avec son père, son passé criminel et son code moral ambigu. Quand cette voiture rugit à l'écran, elle porte le poids de décennies d'histoire. John Ortiz livra une performance mémorable en Arturo Braga, et sa préparation alla bien au-delà du raisonnable. Il passa des semaines à étudier des documentaires sur les cartels et à interroger des policiers ayant traité des affaires de trafic de drogue. Il travailla avec des coachs de diction pour perfectionner les patterns de parole associés à certaines organisations criminelles régionales. Sa performance mit certains membres de l'équipe mal à l'aise pendant le tournage. Entre les prises, Ortiz restait dans le personnage, parlait à peine aux autres et se déplaçait avec une immobilité dérangeante. L'un appréciait cet engagement, mais devait parfois lui rappeler de se détendre pendant les pauses. Braga reste l'un des antagonistes les plus ancrés dans le réel de toute la franchise. Il est menaçant d'une façon qui échappe à la caricature. Les premières versions du scénario étant significativement plus sombres. Dans l'une d'elles, Brian O'Connor mourait pendant le climax, se sacrifiant pour sauver Dom. Walker adorait cette fin. Il y voyait une conclusion puissante pour son personnage. Universal l'écarta immédiatement, conscient de la valeur de Walker pour les futures suites. Une autre trame abandonnée montrait Dom exécutant Braga de sang-froid, franchissant une ligne morale que le personnage n'avait jamais approchée. Les tests publics réagirent négativement. Les spectateurs voulaient que Dom reste sympathique malgré sa rage. Des réécritures furent commandées. Certaines de cette noirceur originelle demeurent cependant visibles dans le ton du film achevé. Il est nettement plus sombre que les séquelles précédentes, mais les éléments les plus extrêmes furent laissés au montage. Jordana Brewster revint en Mia Toretto en exigeant plus d'implication dans l'action. Dans le film original, Mia était essentiellement cantonnée à la sous-intrigue romantique. Brewster voulait que son personnage évolue. Elle suivit des semaines de formation à la conduite dans des écoles de pilotage sportif avant le tournage. Elle apprit les techniques de manœuvre de précision et la coordination de cascades de base. Si des pilotes professionnels se chargèrent des séquences les plus dangereuses, Brewster assura elle-même plusieurs plans de conduite. Elle poussa également pour des répliques supplémentaires qui établissaient Mia comme intelligente et compétente. Pas simplement un intérêt romantique. Son travail de coulisses façonna toute la trajectoire du personnage dans les suites. La séquence climactique du tunnel nécessita 5 semaines consécutives de tournage nocturne. L'équipe et les acteurs vivaient sur des horaires totalement inversés, dormant le jour et travaillant du coucher au lever du soleil. Ce rythme, ce batch épuisant prit un tribut physique et psychologique sur tout le monde. Diesel décrivit plus tard cette période comme l'une des plus difficiles de sa carrière. Lynn mit en place des rotations de repos et des pauses obligatoires pour prévenir les accidents liés à la fatigue. Malgré ces précautions, plusieurs blessures légères survinrent. Un cascadeur se blessa à la tête après avoir mal négocié un virage. Un technicien nécessita des points de suture suite à une défaillance d'équipement. La séquence finale dure environ 12 minutes à l'écran. Ces 12 minutes représentent des centaines d'heures de travail dangereux et épuisant. Fast and Furious mit en scène une technologie GPS qui parut véritablement avant-gardiste pour les spectateurs de 2009. Les séquences de localisation en temps réel n'étaient pas de simples visuels accrocheurs. Elles reposaient sur une véritable consultation technique. La production engagea des ingénieurs GPS pour s'assurer que la technologie représentée correspondait aux possibilités contemporaines. Les interfaces furent conçues par des spécialistes travaillant sur de vrais systèmes de navigation. Ces séquences établissaient aussi la dynamique du chat et de la souris
entre l'opération FBI de Brian et l'enquête parallèle de Dom, tout en ancrant le film dans une technologie reconnaissable. Ce qui paraissait impressionnant en 2009 semble aujourd'hui presque désuet face aux capacités des smartphones modernes. Tego Calderón, présent en tant que Tego Leo dans l'équipe de Dom, improvisa la plupart de ses moments les plus drôles. Ce rappeur et acteur portoricain impressionna l'un dès les premières prises par son sens comique. L'un lui accorda progressivement la liberté d'expérimenter avec les dialogues. Calderón brodait sur les répliques écrites, ajoutant des blagues et des observations absentes du scénario original. Les autres acteurs riaient sincèrement pendant ces improvisations, dont certaines figurent dans la version finale. Cette légèreté équilibrait la lourdeur émotionnelle et l'intensité de l'action. Calderón devint un favori du public, malgré un temps à l'écran limité. La preuve qu'un directeur qui fait confiance à ses acteurs récolte parfois les meilleures surprises. L'une des scènes les plus puissantes du film montre Brian confessant à ses supérieurs du FBI ses sentiments complexes envers Dom et Mia. Walker demanda un nombre inhabituel de prises pour cette séquence, bien au-delà de ce qui est normalement nécessaire. Il voulait explorer différentes approches émotionnelles. L'un lui accorda une latitude créative exceptionnelle. L'acteur expérimenta avec des degrés variables de vulnérabilité, de colère et de résignation à travers plusieurs prises. La version finale combine des éléments de plusieurs performances. Walker dit plus tard que cette scène représentait l'une de ses fiertés dans la franchise. Les critiques et les fans remarquèrent la maturité de son jeu, un moment discrètement dévastateur dans un film par ailleurs explosif. La fin du film, Dom, Brian, Mia et l'équipe fonçant vers une liberté incertaine, fut retournée 3 fois. Les versions originales comportaient des dialogues et des tonalités différentes. Les projections tests avaient réagi tièdement aux premières coupes. Le public voulait une résolution émotionnelle plus définitive. Len rappela les acteurs pour des semaines de tournage supplémentaires après la fin de la production principale. Les images au coucher du soleil furent spécifiquement demandées par le directeur de la photographie, Amir Mokri, qui cherchait une poésie visuelle contrastant avec la noirceur du film. Obtenir la lumière parfaite exigeait une précision absolue. L'équipe disposait d'environ 45 minutes de lumière dorée exploitable chaque soir. La séquence finale dure moins de 3 minutes à l'écran. Ces 3 minutes réclamèrent plus de 12 heures de tournage cumulé. Chaque seconde de cette chaleur dorée fut méritée. Fast and Furious ouvrit à plus de 70 millions de dollars en un seul week-end américain. Un record pour la franchise à l'époque. Les analystes de l'industrie, qui avaient largement enterré la série après Tokyo Drift, furent stupéfaits. L'équipe marketing mérite une grande part du crédit. Plutôt que de positionner le film comme une simple suite, elle mit en avant les retrouvailles du casting original. Les bandes annonces insistaient sur la chimie Diesel-Walker et le retour aux racines du street racing. La stratégie fonctionna brillamment. Le public du week-end d'ouverture était plus âgé que pour les films d'action habituels. Les fans qui avaient adoré l'original en 2000 en revenaient en adultes. Fast and Furious démontra que la nostalgie pouvait être une stratégie commerciale à part entière. Ce constat influença durablement l'approche d'Hollywood vis-à-vis des franchises. Et maintenant, le fait bonus, celui que vous attendiez. Avant de signer, Vin Diesel négocia quelque chose d'extraordinaire, des crédits de producteur et une copropriété partielle de la franchise Fast and Furious elle-même. Ce n'était pas un titre honorifique. Diesel obtint un contrôle contractuel sur les décisions créatives majeures. Il pouvait approuver ou rejeter des réalisateurs, mettre son veto sur des choix de casting et orienter les directions narratives. Un arrangement quasi sans précédent pour un acteur revenant à une franchise qu'il avait abandonnée. Il paria que Universal avait davantage besoin de lui qu'il n'avait besoin d'Universal. Et il avait raison. Son statut de producteur explique nombre des choix créatifs des films suivants. Les intrigues centrées sur la perspective de Dom, les décisions de casting alignées sur ses préférences, les thèmes de plus en plus axés sur la famille qui allaient définir la saga. Pendant que autres acteurs étaient des employés. Diesel devint un associé.
son sens des affaires transforma ce qui aurait pu être une simple note de bas de page en un empire de plusieurs milliards de dollars avec lui en son centre. Fast and Furious ne ressuscita pas seulement une franchise. Il réécrivit les règles du retour hollywoodien. 10 ans après que Dom et Brian s'étaient affrontés pour la première fois sur des quarts de mile, ils revenaient comme des frères, liés par quelque chose de plus fort que le sang, le respect, la loyauté et des affaires inachevées. Ce film rappela au monde entier pourquoi nous étions tombés amoureux de ces personnages. Si vous avez regardé jusqu'ici et n'êtes pas encore abonné à Léo Ciné Recaps, rejoignez la famille maintenant. Abonnez-vous. Activez les notifications pour ne manquer aucune prochaine plongée dans les coulisses des grands films. Likez cette vidéo pour qu'elle touche d'autres passionnés. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on explore Fast Five ensuite et quel moment de ce film vous donne encore des frissons. On vous attend.